Bernie Sanders remporte la primaire démocrate dans le New Hampshire. Le candidat socialiste peut même prétendre à la victoire finale dans ce scrutin. Il lui sera cependant autrement plus difficile de prendre la place du président Donald Trump. À l'occasion de la conférence nationale sur le handicap, Emmanuel Macron a dévoilé une série de mesures pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. Derrière d'apparentes bonnes intentions sur le papier, la réalité du terrain pourrait rattraper le chef de l'État. Alors que le virus chinois semble ralentir son expansion, les connaissances sur ce nouveau Covid-19 se renforcent. Les incertitudes demeurent toutefois autour des chiffres fournis par les autorités chinoises et la saturation du système de santé. Madame, monsieur, bonsoir. Bernie Sanders peut-il faire vaciller Donald Trump? Victorieux dans le New Hampshire, celui qui a de bonnes chances de remporter la primaire démocrate se pose en recours au président en place. La fenêtre de tir paraît cependant étroite. Le point avec Olivier Frère-Jacques. Bernie Sanders déterminé après sa victoire dans le New Hampshire. Le sénateur du Vermont a devancé ses adversaires Elizabeth Warren et Pete Buttigieg, qu'il avait coiffé au poteau dans l'Iowa une semaine plus tôt lors d'un scrutin scandale qui a vu le Parti démocrate se prendre les pieds dans le tapis de l'organisation. Pour le deuxième round, mardi, dans cet état proche de son fief, Bernie Sanders l'a emporté avec 26% des voix contre 24,4 et 19,7 pour son et sa concurrente directe. Cette fois-ci, les démocrates semblent en ordre de bataille et le gagnant devrait bénéficier du soutien des vaincus, ce qui avait été plus délicat avec la candidature Hillary Clinton qui avait suscité le rejet de bon nombre de démocrates. Deux candidats ont par ailleurs jeté l'éponge, Andrew Yang et Michael Bennet, quand l'ancien vice-président Joe Biden jouera probablement son va-tout dans l'État de Caroline du Sud. Derrière Sanders, Buttigieg et Warren, un autre candidat pourrait par ailleurs sortir le bout de son nez, Michael Bloomberg, milliardaire bénéficiant de la 3e place dans les sondages nationaux. Ce dernier a fait l'impasse sur les 4 premiers votes des primaires et se positionnera pour la quinzaine d'États du Super Tuesday du 3 mars prochain. Pour cela, il a naturellement gavé les électeurs de publicité sur ces territoires. Bernie Sanders, lui, apparaît comme le favori et sa victoire dans le New Hampshire a été l'occasion d'un show à l'américaine, comme dans le camp d'en face d'ailleurs. Et il a bénéficié de l'intervention de l'égérie démocrate Alexandria Ocasio-Cortez qui a donné de sa personne sur scène. Celle-ci a été suivie par une starlette de la télévision, Cynthia Nixon, qui a usé de tout son talent pour persuader son auditoire. We don't need just another politician. We need a hero, and that is Bernie Sanders. Un enthousiasme un peu délicat eu égard au profil du héros, un vieux monsieur de 78 ans, 5 années de plus que son concurrent, qui ne manque pas d'intelligence certes, mais qui ne semble pas vraiment armé pour prendre la tête de la première puissance mondiale, même si les dernières élections ont montré que tout pouvait arriver du côté de la nation étoilée. L'heure semblait en tout cas à l'auto-persuasion du côté de Bernie Sanders, un candidat qui n'a pas manqué de tenir un discours vigoureux vis-à-vis de Donald Trump. This turnout tells me why we're going to win here in New Hampshire, why we're going to win the Democratic nomination, and why we are going to defeat the most dangerous president in the modern history of America, Donald Trump. Pour vaincre le président en place, la route sera encore longue pour le candidat Sanders, un candidat finalement peu connu en France et dont le journaliste Gérald Olivier, spécialiste de la vie politique américaine, nous dresse le portrait idéologique. Bernie Sanders, c'est un socialiste, mais véritablement socialiste, je dirais, à la mode scandinave. Il s'est toujours décrit comme tel, et longtemps, il a fait de la politique sous l'étiquette indépendant aux États-Unis. Il votait avec le bloc démocrate au Congrès, mais il était officiellement indépendant. Donc c'est quelqu'un qui souhaite nationaliser les banques, nationaliser le système de santé, nationaliser le système d'enseignement, c'est-à-dire depuis la maternelle jusqu'à l'université, rendre tout cela gratuit. C'est un personnage qui croit aussi à l'écologie, qui croit au réchauffement climatique et qui souhaite une relation pacifiée à travers le monde. Donc il ne serait pas forcément interventionniste sur le plan international. Par contre, il ferait énormément d'économies sur le budget de la défense, ce qui irait à l'opposé de ce que fait Donald Trump pour le moment. C'est un personnage qui a idéalisé le système social-démocrate
tel qu'il existe en Scandinavie ou dans certains pays d'Europe du Nord. Et c'est un système qui serait possible dans un petit État du Nord-Est comme le Vermont, mais qui est beaucoup plus difficile à mettre en place sur un territoire comme les États-Unis, et qui surtout va à l'inverse de ce qui a toujours été la tradition américaine, qui est à l'opposé de tout cela. Bernie Sanders, il faut quand même le comprendre, pendant 72 ans de sa vie et pendant toute sa carrière politique, c'était un marginal. C'était un homme à l'extrême gauche de l'extrême gauche. Une personnalité politique d'extrême gauche qui a émergé parallèlement à Donald Trump, et son ascension n'est pas étrangère à celle de l'actuel président républicain. Il a émergé en 2016 lorsqu'il a défié Hillary Clinton. On pensait inoffensive, donc on a commencé à le laisser parler. Il a trouvé un écho à son message parce qu'il exprime une certaine colère qui est celle d'une jeunesse. Moi, je dis toujours que Bernie Sanders et Donald Trump, ce sont les deux côtés d'une même pièce. Vous avez le côté populiste de droite qui est Trump et vous avez un populisme de gauche qui s'exprime à travers Sanders. Et soudain, il a émergé, mais il a pendant longtemps représenté un courant que l'on rencontrait un petit peu sur les campus américains, mais qui en politique était plus que marginal. Au niveau international, l'avènement d'un personnage comme Bernie Sanders redistribuerait radicalement les cartes du jeu mondial. En effet, le sénateur du Vermont défend des positions originales et très différentes des républicains comme des démocrates. Il serait surtout pacifiste. C'est quelqu'un qui a toujours été en faveur du désarmement, qui rechercherait sans doute des accords sur le nucléaire. C'est quelqu'un qui chercherait à s'accommoder avec des pays comme l'Iran. Il aurait une politique internationale qui serait radicalement différente de ce qu'on peut imaginer. C'est quelqu'un qui il est du côté de Cuba, il est du côté du Venezuela. Donc on est véritablement à l'antithèse, non seulement d'une politique comme celle de Donald Trump, mais même de celle d'Hillary Clinton, et même de celle qui était avancée par le Parti démocrate. Obama avait souhaité un rapprochement avec l'Iran, il était seul à le souhaiter, il avait pris soin que l'accord qu'il avait signé ne soit pas ratifié par le Congrès parce qu'il savait très bien qu'il ne l'aurait pas été, et Bernie Sanders aurait une politique étrangère qui irait à l'encontre de tout ce que le Pentagone et le département d'État ont pratiqué depuis des décennies. Un candidat à contre-courant, mais aussi un candidat qui semble en mesure de remporter les primaires. En revanche, la Maison-Blanche devrait bel et bien demeurer un rêve inaccessible pour le sénateur socialiste. Il y a une chance que Bernie Sanders devienne le candidat démocrate à la présidentielle en 2020. Il a des chances de remporter la nomination. Pour moi, il n'a aucune chance, absolument aucune, de gagner en novembre, face à Donald Trump ou face à d'ailleurs beaucoup d'autres candidats. Le problème des primaires aux États-Unis, c'est qu'elles favorisent le vote des extrêmes, alors que le vote de novembre, lors de l'élection générale, lui, a besoin de quelqu'un qui soit capable de rassembler, d'élargir la base. Et donc, lorsque vous regardez les primaires, il n'est pas étonnant de voir des candidats radicaux gagner, surtout au début. C'est ce qu'a fait Bernie Sanders hier soir, c'est ce qu'il a fait en 2016 face à Hillary Clinton. La question, c'est véritablement, est-ce qu'ils sont capables de gagner en novembre? Bernie Sanders est parfaitement incapable de gagner en novembre, et les démocrates commencent d'ailleurs à s'en inquiéter. Parce que le souci d'une campagne de primaire, c'est pas de trouver un candidat. Le souci d'une campagne de primaire, c'est de trouver un candidat qui soit capable de gagner l'élection générale. L'objectif, c'est reconquérir la Maison-Blanche et au passage conserver une majorité à la Chambre, peut-être étendre la majorité au Sénat. Bernie Sanders est totalement incapable de faire ça. Et les démocrates s'en inquiètent déjà parce qu'ils voient qu'il est devenu aujourd'hui le numéro 1 des candidats à la nomination. Une inquiétude dans le camp démocrate qui pourrait permettre l'émergence d'un candidat plus crédible et donc moins socialiste dans le pays où le capitalisme est probablement le plus ancré. La candidature Sanders, elle, ferait sans aucun doute le jeu des républicains qui y verraient l'ennemi parfait. Il ferait exactement ce que les républicains dénoncent depuis un certain temps. Ils dénoncent que le Parti démocrate a été pris en otage, a été détourné de sa mission par son aile la plus radicale, et en mettant Bernie Sanders comme candidat, il prouverait au monde entier que c'est en effet ce qui s'est passé. Donc pour moi, ce serait une catastrophe stratégique, tactique, et qui les amènerait dans le mur. Un adversaire rêvé pour les républicains, mais qu'en serait-il pour le reste du monde ? En effet, l'aspect pacifiste du personnage et sa rupture totale avec les pratiques jusque-là en usage du côté des États-Unis changerait complètement le jeu mondial. Un choc trop brusque qui pourrait mener
au chaos. Quant à ses conséquences sur l'équilibre du monde, parce que ce serait un choc monumental que d'imaginer que le premier pays capitaliste du monde est devenu le premier pays socialiste du monde. Donc je crois que les gens s'en méfieraient, il y aurait des retournements d'alliance, vous auriez une course à l'armement parce que tout le monde serait persuadé que les États-Unis ne seront pas là pour les défendre. Enfin, ce serait une véritable catastrophe. Si vous voulez le chaos mondial, vous mettez Bernie Sanders à la Maison-Blanche, ça c'est instantané. Retour en France à présent, Emmanuel Macron lance son plan handicap. Mardi, le chef de l'État a annoncé une série de mesures sur la scolarisation, l'accès au droit ou à l'emploi lors de la conférence nationale sur le handicap. Des propositions d'apparence ambitieuse mais loin de correspondre à la réalité du terrain. Thibaut Bastide. Un grand plan de communication pour lutter contre le handicap pour remonter sa cote de popularité. Mardi, à l'occasion de la conférence nationale sur le handicap à l'Élysée, Emmanuel Macron a lancé une énième opération communication. 15 ans jour pour jour après l'adoption de la loi sur l'égalité des chances et des droits, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées sous la présidence de Jacques Chirac. Le chef de l'État a donc dévoilé une série de mesures pour simplifier et améliorer la vie des 12 millions de Français touchés par un handicap. Comme lors de chaque annonce de ce type, Emmanuel Macron a sorti l'artillerie lourde à grand renfort d'effets d'annonce, notamment concernant la scolarisation des enfants handicapés. Nous ne devons jamais nous habituer à ce que des enfants en situation de handicap soient privés en effet de la chance d'aller à l'école, de la joie d'apprendre, du bonheur de tisser des liens. Pour moi, le premier objectif, c'est qu'aucun enfant sans solution de scolarisation ne puisse encore exister en mois de septembre prochain. On a des premiers résultats. Le nombre d'enfants qui étaient en attente d'un accompagnant a été divisé par près de 2 entre 2018 et 2019. On est passé de 15 000 à 8 000. Donc, on voit les conséquences. Divisé par 2 en une année, on peut s'en féliciter, c'est un formidable travail. Maintenant, on doit réussir à tomber à 0. On vise le recrutement de 11 500 accompagnants supplémentaires d'ici 2022. Il faudra l'ajuster en fonction des besoins, mais je veux qu'on se fixe comme horizon de ne plus avoir d'enfants sans solution à la rentrée prochaine. Un objectif clair, une autosatisfaction de bons résultats et une promesse qui sera difficilement tenable en un peu moins de 7 mois, malgré la volonté de mise en place d'une politique de revalorisation de la profession d'accompagnant. Autre annonce retentissante, la mise en place d'un numéro d'appel unique, le 360, pour répondre à l'angoisse des familles et la création de 3500 places dans les établissements spécialisés dans la prise en charge des personnes en situation de handicap. Un énième numéro vert qui dématérialise toujours plus le rapport à l'administré et qui peinera à convaincre les professionnels du secteur. Concernant l'amélioration dans l'accès aux droits et aux aides financières, Emmanuel Macron a pris l'engagement de réduire, dès l'année prochaine, les délais d'examen des demandes pour l'allocation adulte handicapé, allouant 25 millions d'euros annuels en 2021 et 2022 pour aider les maisons départementales des personnes handicapées à gérer l'abondance des dossiers qui s'accumulent. Par ailleurs, le chef de l'État a évoqué la question d'un accompagnement sexuel des personnes handicapées, estimant naturellement pour lui qu'il ne s'agissait pas d'un sujet tabou sans pour autant s'attarder sur cette question. Laissant cette épineuse question au secrétaire d'État chargé des personnes handicapées, Sophie Cluzel. Un débat pousserait inévitablement à une réflexion sur la légalisation de la prostitution, alors que la France est engagée à combattre l'exploitation sexuelle des êtres humains. En somme, cela reviendrait simplement à poser comme principe qu'il y a une sexualité spécifique des personnes handicapées qui réclament de fait une réponse spécifique, un principe conduisant à la mise au ban du handicap. Une ghettoisation déjà largement répandue au quotidien, les handicapés ne pouvant pas bénéficier des mêmes services, notamment des transports en commun par manque d'accessibilité. Fin 2018, seules 9 stations de métro à Paris étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite sur les 303 que compte la capitale. Comme souvent, les discours présidentiels ont tout de l'effet d'annonce mais deviennent une coquille vide avec en supplément des risques de conflits juridiques. Parallèlement à cette main péniblement tendue vers les personnes touchées par un handicap, le président poursuit son désormais célèbre « en même temps », aider les handicapés et en même temps être favorable au dépistage préimplantatoire de la trisomie 21, comme l'a proposé la majorité dans la loi bioéthique, une mesure qui visait tout simplement à éliminer des handicapés. Le coronavirus toujours insaisissable. Depuis le début de cette nouvelle pandémie, des scientifiques de toute la planète s'interrogent sur le coronavirus renommé mardi Covid-19 par l'OMS. Si les contaminations semblent ralentir, il pourrait bien être plus dangereux que prévu.
Nouveau coronavirus lié au SRAS, 2019 nCoV, Covid-19. Le nouveau virus chinois a déjà changé plusieurs fois de nom depuis les premières alertes. Une preuve des difficultés pour les scientifiques à cerner les contours de cette nouvelle pandémie. Entre les catastrophistes et les relativistes qui le comparent à la grippe saisonnière, difficile d'y voir clair. À plus forte raison que les analyses se basent essentiellement sur les chiffres présentés par les autorités chinoises, où se situe l'épicentre des contaminations. Ce mercredi, on faisait état de plus de 45 000 cas de contamination et de 1116 décès. De ces chiffres découlerait un taux de mortalité à 2,6%. Pour autant, ce mode de comptage ne semble pas efficace dans la mesure où la mort n'intervient pas dans les jours suivant la découverte de la maladie. Sous cet aspect, le taux de mortalité affiché pourrait donc être sous-évalué. Un article rédigé par un concert de scientifiques sous la direction du professeur Zhong, basé sur 1099 dossiers de malades contaminés par le Covid-19, apporte plusieurs conclusions assez inquiétantes. En premier lieu, les chercheurs semblent surpris par la contagion de la maladie qu'ils ont des difficultés à expliquer. Cependant, ils émettent l'hypothèse d'un allongement de la période d'incubation. Jusqu'à l'heure estimée entre 2 et 14 jours, elle pourrait en réalité aller jusqu'à 24 jours. Même si ces cas d'incubation longue semblent marginaux, l'éventualité devrait pousser à allonger les périodes de quarantaine par principe de précaution. Pas de quoi réjouir les passagers du paquebot Diamond Princess bloqué au large de Tokyo, alors que 174 cas ont été confirmés sur les 3700 personnes à bord. Leur nombre a été multiplié par 22 en 10 jours. L'autre aspect particulièrement inquiétant réside dans la proportion de patients asymptomatiques, c'est-à-dire porteurs de la maladie sans avoir de démonstration physique de la contamination. En effet, ces personnes constituent de véritables foyers infectieux puisqu'ignorant leur maladie, ils ne prennent pas de précautions pour éviter les contagions. Selon l'étude du professeur Zhong, 56% des malades n'avaient pas de fièvre et 1 malade sur 3 ne toussait pas. Dans ce cadre, les cas avérés de maladie devraient donc en toute logique être particulièrement sous-estimés. Précision importante, un patient asymptomatique peut transmettre le Covid-19 à une autre personne qui sera elle-même symptomatique, puisque la réaction du corps ne dépend pas du virus lui-même. Pour autant, la moyenne d'âge des personnes infectées serait de 47 ans et toucherait à 59% des hommes, une cible bien différente de la grippe saisonnière. Pour autant, si le nombre de malades asymptomatiques est véritablement aussi important, le taux de mortalité devrait donc mathématiquement baisser. Reste toutefois une incertitude plus concrète, la gestion de la crise sanitaire en Chine. En effet, au-delà du confinement d'une grosse partie de la population, avec les difficultés qui en découlent, il apparaît que le système de santé est de plus en plus en crise. Les hôpitaux de Wuhan, au cœur de la pandémie, manquent désormais d'oxygène pour les patients en détresse respiratoire et cette pénurie pourrait bien faire bondir le taux de mortalité de la région. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Je vais te mettre la tête dans le cul. Cette charmante déclaration émane d'Yvon Berland, candidat de La République En Marche à la mairie de Marseille. Visiblement agacé par l'article du journaliste Paul Molga dans Les Échos, le marcheur a décidé de se plaindre auprès de l'intéressé sur les réseaux sociaux avec un message court et surprenant pour une personnalité politique. Je cite « Merci pour cet article. Tu me donnes une telle énergie que je vais te mettre la tête dans le cul ». La direction des Échos n'a pas particulièrement apprécié la prose du marcheur et s'en est plaint directement à Stanislas Guérini, le délégué général d'En Marche. Yvon Berland a finalement présenté ses excuses. Il ne dépasse toutefois pas les 8% d'intention de vote dans la cité phocéenne. Emmanuel Macron sait comment regonfler le moral des troupes. Mardi soir, lors de la réception des parlementaires LREM à l'Élysée, le chef de l'État a abordé le sujet du manque d'expérience régulièrement reproché aux députés de la majorité. Avec un brin d'ironie, il a notamment appelé à être fier d'être des amateurs quand on voit les résultats qu'ont obtenus les soi-disant professionnels de la politique. Business entre Israël et les pays du Golfe. L'entreprise israélienne spécialisée dans la fabrication de logiciels espions, NSO Group, est soupçonnée d'avoir vendu certains de ses produits aux pays du Golfe et notamment à Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite. Le logiciel aurait notamment servi à pirater le téléphone portable de Jeff Bezos, fondateur de la plateforme Amazon et propriétaire du Washington Post. Les Émirats arabes unis auraient également succombé à l'attrait du logiciel. En 2013, le pays aurait entamé une relation commerciale avec NSO en vue d'espionner des officiels qataris, un prince saoudien et un premier ministre libanais.
Omar el-Béchir devant la Cour pénale internationale. L'ancien chef d'État soudanais a été livré par les autorités de son pays à la CPI de La Haye, où il sera jugé pour crimes contre l'humanité. Celui qui fut à la tête du pays pendant 30 ans, de 1989 à 2019, sera donc jugé en Europe. Âgé de 76 ans, l'ancien président soudanais est accusé d'avoir été à l'origine de meurtres et de viols dans un conflit civil qui aura fait plusieurs centaines de milliers de morts et au moins 2,5 millions de déplacés. Omar el-Béchir est le premier chef d'État en exercice à avoir été poursuivi par la CPI. Le plus vieux métier du monde, la nouvelle thérapie miracle Outre-Rhin, en Allemagne. Une prison pour délinquants sexuels a envoyé plusieurs détenus dans une maison close suite aux recommandations d'un institut psychiatrique. La clinique, interrogée sur les effets bénéfiques de l'opération, explique qu'elle permettrait aux détenus d'acquérir de l'expérience et d'avoir des relations sexuelles non violentes. Cette dernière affirme que l'expérience est efficace et qu'elle sera donc poursuivie. Le conseiller régional de Lippstadt, en Rhénanie du Nord, l'a qualifié d'efficace, ajoutant qu'il envisageait la mise en œuvre de mesures similaires. Notons que le cas n'est pas unique. En effet, la prison d'Osnabrück accueille depuis 2001 des prostituées chargées d'avoir des relations sexuelles avec les détenus bien élevés. En Allemagne, c'est donc le contribuable, parfois victime de viol, qui paye les parties fines des criminels en prison. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, découvrez la deuxième partie des conversations de Paul-Marie Couteau avec Jean-François Gauthier, penseur du Grèce. Mon père était Action française quand il était jeune. À Angoulême, justement. À Angoulême et à Poitiers, où il était élève aussi fin de lycée, chez les Jésuites, dont il a été exclu. Précisément parce que a été retrouvé dans sa valise un exemplaire de l'Action française, un dimanche soir, qui n'était pas le sien, parce qu'il laissait, comme ses camarades, son exemplaire dans le train, mais un de ses camarades avait oublié de le laisser dans le train, avait glissé dans sa valise. Et là, voilà, ça s'est mal passé. Retrouvez également ce soir Perles de culture. L'équipe cinéma recommande Histoire d'un regard, La cravate et Cuban Network. Anne Brassier reçoit ensuite le journaliste Martin Pelletier pour son ouvrage La Révolution arc-en-ciel en marche. Tout de suite, Mes libertés politiques avec François Billot-Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Les économistes sont souvent des gens brillants. Ils brillent, ils paradent, ils discourent, mais se contentent souvent de briller, de parader, de discourir. Ainsi, leurs brillantes prévisions sont généralement applaudies par des élites qui réfléchissent encore moins qu'eux, et si leurs prévisions sont ultérieurement démenties par les faits, cela n'a aucune importance, puisque tout le monde a oublié les prévisions faites. Prenons deux exemples bien symptomatiques de cette situation. Premier exemple, Christine Lagarde, puissante ministre de l'économie et des finances du président Sarkozy. Madame le ministre, entourée d'une constellation de brillants économistes, s'est systématiquement trompée année après année sur ses prévisions de croissance pour l'année suivante. Ces prévisions étaient d'un optimisme béat, la réalité fut d'une médiocrité accablante. Cela n'a jamais empêché nombre de médias de qualifier Christine Lagarde d'économiste chevronnée. Tant pis pour la France, si l'endettement public sous le quinquennat Sarkozy s'est accru du montant extraordinaire de 600 milliards d'euros. Et tant pis pour le monde tout entier si elle est maintenant à la tête de la Banque centrale européenne. Le second exemple concerne Patrick Artus, considéré comme l'un des meilleurs économistes français. L'excellent Artus, polytechnicien de son état tout de même, exerce un double métier, économiste et banquier.
Cette confusion des genres pose déjà problème. Patrick Artus, dans ses analyses économiques, va-t-il privilégier la vérité économique ou l'intérêt de sa banque qui le rémunère solidement? La réponse pourrait être dans la question. Revenons aux analyses économiques de Patrick Artus. Il vient de déclarer qu'investir dans l'or était une stupidité absolue et qu'il avait une haine recuite contre ce métal stupide. Pauvre lingot d'or, se faire insulter comme ça. Là, cher Patrick, ton dérapage est total, non discutable et, pardonne-moi de te le dire, d'une rare stupidité. Car l'or a toujours été et restera toujours une valeur refuge d'exception, même si le banquier que tu es proclame doctement le contraire. Il est vrai que l'or ne rapporte rien aux banques, ceci peut expliquer cela. D'autre part, si l'on regarde les prévisions que tu avais faites en 2006 et 2007, force est de constater que tu n'avais rien vu venir quant à la crise économique mondiale d'une extrême gravité qui s'est déclenchée en 2007 et 2008. Tu as même eu le culot d'affirmer, quand la crise s'est déclenchée, qu'elle n'était absolument pas grave. Cher Patrick, il te faut certainement acquérir de l'humilité et de la transparence quant à tes prévisions futures. Sans avoir ton génie prophétique, je peux d'ores et déjà indiquer que l'or est un placement remarquable qui continuera son ascension actuelle et qu'une crise économique mondiale majeure couve sous la cendre. Ces prévisions sont gratuites et je t'autorise à les utiliser à bon escient. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.